Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau podcast Tribu de Radio Ma'arif. Nous sommes avec Abdullah Fili. Salut Abdullah. Bonjour Serena. Alors les gens te connaissent comme historien, archéologue, tu nous as parlé de beaucoup de choses. Mais en fait, il se trouve que tu as une spécialité un peu cachée et dont tu n'as jamais daigné nous partager les secrets. Eh bien, c'est une formation académique. D'accord. Tu es un spécialiste des céramiques. Oui. Allah. Et surtout des céramiques médiévales. D'accord, donc tu es un céramologue. C'est un céramologue. Oui. Alors, explique-nous, s'il te plaît, de quoi il s'agit. Alors, les céramiques, c'est la terre cuite. Oui. Donc, tout produit qui a subi des transformations successives, j'y reviendrai parce que c'est une chaîne opératoire très connue, qui a subi une cuisson, c'est considéré comme une céramique. D'accord. C'est-à-dire, c'est à base de terre. Et ça passe dans un four. Et après, on cuit. Il ne se fait pas de sécher. Ah, d'accord. Tu fais la différence donc, entre le... D'accord. Bien que l'origine des poteries, notamment préhistoriques, on trouve parfois des poteries qui sont uniquement séchées. Et c'est probablement par là où les poteries ont commencé à être produites. On a commencé par les mettre au soleil, ensuite on les a mis sur le feu ou dans un Exactement. C'est nécessaire d'ailleurs. Le séchage complet, fait partie de la chaîne opératoire de la production céramique. D'accord. Deuxième élément par lequel je voudrais commencer, c'est la question de l'origine de ces poteries. L'origine, c'est la période néolithique. C'est quand ça ? C'est-à-dire aux alentours de 10 000 à 11 000 ans Moins. avant. Ça veut dire que c'est un moment extrêmement important de l'histoire de l'humanité. C'est une transformation radicale de la vie humaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des changements énormes. D'abord au niveau climatique, on tend plus vers un réchauffement de la planète. Il y a une augmentation spectaculaire de la population. On était jusque-là aux alentours, d'après les statistiques, c'est de la préhistoire, aux alentours de 2 millions d'habitants. Tu parles de la planète là ? Ouais. Ah, d'accord. Oui, enfin, connu à l'époque. Wow, Ouais. 2 millions d'habitants. Pas plus, 2 millions. Tous. Et tous. Tous T'as que pas de nous problème sommes. de voisinage. Aucun problème. Et on est passé à pratiquement 50 millions, voire 100 millions d'habitants d'après d'autres statistiques. Insupportable. C'est-à-dire les embouteillages. énorme. D'accord. Énorme, vous imaginez. Troisième élément, c'est que on est passé d'une économie fondée sur la cueillette et la chasse à une économie productive, c'est-à-dire on produit notre nourriture. Ça veut dire l'agriculture, ça veut dire la sédentarisation, la propriété, la spécialisation, comme nous dirait notre cher ami Abdelkhalq El-Mjidi, la séparation, la spécialisation dans les savoirs et dans les techniques. Et troisième élément, c'est que le rôle de la femme s'est véritablement imposé. Parce que c'est certainement elle qui a inventé la poterie et c'est certainement elle qui a inventé l'agriculture. Mais pourquoi ? Parce que elle reste justement sédentaire, sur place, et l'homme est en train de se balader, de chercher justement, de chasser, etc., etc. Alors, cette céramique de moins 10 000, elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à des céramiques modelées. Mais c'est quel type d'objet ? Faites à la main. Deux choses, soit pour cuire les aliments, soit pour justement stocker la nourriture. D'accord. C'est vraiment le stockage qui est devenu extrêmement important. Vu la sécheresse, vu les conditions climatiques qui ont changé, eh bien, il fallait produire sa nourriture, mais surtout, la conserver, la stocker. Donc c'est quoi ? C'est des grands vases, enfin des vases plus ou moins grands, qu'on trouve d'ailleurs un peu partout en Afrique, parce que c'est là où on a trouvé les plus anciennes productions de poterie au monde, et notamment au Niger. Par exemple, un site de Niger qui s'appelle Tagalagal, dont les poteries remontent à 10 500 jusqu'à 9 500 à peu près. Il y a un autre site qui est vraiment très important au Niger, Adrar, qui remonte à 10 500 jusqu'à 9 800. Et ici, est-ce qu'on a des... Et ici au Maroc, on a un site majeur qui s'appelle Hassi Ouinsga, dans la région de Nador, qui a été fouillé dans les fin des années 90, début des années 2000. On a trouvé des poteries qui sont datées de 8766 à peu près.
D'accord. Ça veut dire que progressivement, on a cette culture qui conquiert en quelque sorte l'espace jusqu'à arriver aux productions qu'on trouve un peu partout, à la péninsule ibérique, etc., etc. D'accord. Ça, c'est la poterie préhistorique, on a envie de dire. Exactement. Voilà. Faite à la main et cuite justement en plein air. Sans tour. Enfin, c'est... Sans tour. Il n'y a jamais eu de tour jusqu'à l'époque phénicienne pratiquement, ici au Maroc, c'est-à-dire au XIe siècle avant. On va faire un grand bond en avant. Pour les Marocains, la céramique, c'est important. C'est un savoir-faire, c'est Exactement. un art, c'est... C'est très important. Voilà. Et d'ailleurs, ontologiquement, il tire son importance du fait que dans toutes les traditions religieuses, pas uniquement musulmanes, eh bien, c'est la base de la création de l'homme. C'est-à-dire ce qu'on trouve chez les musulmans, par exemple, comme étant « Wa khalaqna al-insana min salsalin kal-fakhar » dans le texte coranique, eh bien, on le trouve aussi dans les traditions chrétiennes et juives. Ça veut dire en fait que c'est quelque chose d'ancré dans la tradition humaine et même dans les traditions non monothéistes, notamment en Amérique latine, etc., etc. C'est-à-dire que l'humanité entière a fait de la céramique au même moment, à peu près, c'est ce que tu veux me dire. Non, c'est que, comme on dit ontologiquement et anthropologiquement, on se réfère à peu près à la même tradition, c'est-à-dire celle de la création de l'humain, de l'être humain à partir d'une terre glaise, une terre informe, à laquelle on a donné une forme pour l'utiliser dans la vie quotidienne. Et c'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, quand on fait les analyses, par exemple physico-chimiques sur une pâte céramique, eh bien, on peut trouver du calcium, du calcaire, du magnésium, toutes les composantes qu'on peut trouver chez un être humain. Pratiquement exactement les mêmes, à des pourcentages différents parce que géologiquement les poteries de Fès ne sont pas identiques à celles de Marrakech, ne sont pas identiques à celles de Sousse par exemple, etc. ou celles du Rif. Alors quelles sont les spécificités locales alors, en 2 mots? Alors les spécificités locales, il faut déjà séparer entre 2 grandes productions, la production féminine et la production masculine. On a vu que la production féminine de la poterie était à l'origine de la création même de ces poteries, à l'époque néolithique et après. Et puis après, au Maroc, on a encore des îlots, encore aujourd'hui, où les productions sont strictement féminines. Par exemple, dans le Rif, il n'y a pas un Rifin qui va vous dire « moi je suis potier ». Aucun. Par contre, pratiquement toutes les femmes rifaines, anciennes bien évidemment, ont acquis en quelque sorte le savoir de fabriquer de la poterie. Et ils ont leur spécificité, bien évidemment, qui dépasse les limites géographiques du Maroc, parce qu'on trouve la même tradition, que ce soit en Kabylie, grande ou petite Kabylie, très connue, les poteries kabyles, et qui ont un succès, comme les poteries rifaines, qui ont un succès commercial énorme, et encore aujourd'hui, et qui sont devenus des objets d'art, pratiquement. Et également en Tunisie, au sud de la Tunisie, il y a une production qui est classée patrimoine mondial immatériel de l'humanité par l'UNESCO. La région de... Et qui ressemble à la poterie rifaine. Parfaitement féminine, qui ressemble à la poterie mais c'est quel type d'objet? C'est des plats C'est des plats, c'est des jarres, c'est des bougeoirs, c'est des lampes. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est quel type de couleur là-bas? Généralement, les décors diffèrent justement d'une tribu à l'autre, et c'est ça aussi leur spécificité, c'est que c'est un produit unique. Cette tribu ne produit pas forcément de la même manière que celle-ci, que sa voisine. Chaque tribu a sa décoration, a sa spécificité qu'il met dans l'objet produit. Donc c'est un artefact extrêmement attaché à la tradition tribale. Donc les décors manifestent en quelque sorte cette appartenance. La poterie masculine? Et la poterie masculine, c'est tout ce qu'on trouve dans les autres régions du Maroc. Juste une chose, par exemple, pour les poteries féminines, là j'ai parlé de la tradition berbère, par exemple, la tradition amazigh, Rif, Kabylie, le sud de la Tunisie, etc. Mais il y a une tradition potière arabe au Maroc, notamment dans l'Orarb. Par exemple, on trouve encore des femmes qui produisent chez elles des poteries, mais faites uniquement par les femmes. Dans la région de Sidi Qasim, dans la région de Qnitra. C'est-à-dire que ça ressemble à ce que tu trouves dans... C'est les populations arabes. Ça ressemble à ce qu'on trouve chez les populations. C'est les Hilaliens qui ont amené ce savoir-faire. Et les Marquéliens qui se sont installés. Mais en termes d'objets, à quoi on peut voir la différence? C'est-à-dire, si je veux faire moi si je veux faire si je veux impressionner mes amis, je me promène comme ça, je dis ça, c'est une poterie arabe, ça c'est une poterie rifaine. Alors ça. Donne-nous des trucs là par exemple, pour impressionner les gens. C'est des produits généralement impressionnants.
Quand vous vous rendez sur un atelier de potier, par exemple, que ce soit chez une femme ou chez un homme, généralement la femme, la production féminine, il se fait à la maison elle-même. Donc il n'y a pas de séparation entre le lieu de production et le lieu d'habitat. Donc c'est la même chose, c'est dans une cour à côté, c'est devant le palier de la porte, etc., etc. Mais la tradition masculine, c'est séparation nette et claire entre atelier de production et habitat. Le potier masculin, il ne dort pas dans son atelier. D'accord. Ça, tu fais la différence entre masculin et féminin. Moi, je te demandais entre arabe et amazir. Est-ce que les objets sont différents? Est-ce que les couleurs sont différentes? Ouais. Très différents parce que le mode de vie est différent. Qu'est-ce qu'on trouve, par exemple, aujourd'hui chez les potières arabes? On trouve généralement des khabia et des farrah. Farrah pour préparer les galettes. C'est un plat à galettes qu'on met sur le feu pour cuire le pain. Le khabia, c'est la jarre, en fait. La grande jarre. Et à part ça, il y a très très peu de choses. Parce que généralement, dans les petits ateliers, dans les petites structures comme celle-ci, féminines, généralement, les produits ne sont pas nombreux. On table sur une ou deux formes et ça ira. Deuxième élément de différenciation, eh bien, il y a le décor. Voilà. Le décor géométrique amazir, le décor peint, le décor incisé, etc., comme on peut trouver dans le Rif ou dans l'Ozarhon ou dans l'oriental, eh bien, on ne le trouve pas dans les traditions potières arabes, qui sont généralement des poteries sobres. D'accord. Vraiment de... C'est plus utilitaire. Enfin, il n'y a pas de grande décoration. Or, dans la poterie berbère féminine, c'est véritablement des chefs-d'œuvre, des œuvres d'art, d'ailleurs, qu'on peut trouver dans les grands musées. D'ailleurs, le Quai Branly, le musée Jacques Chirac, il a organisé, il y a quelques années, 2003 ou 2004, une grande exposition sur les poteries kabyles, itré, justement, qui ont pris une valeur mercantile et commerciale extrêmement importante. Alors toi qui es à la fois spécialisé céramique et archéologue, est-ce que tu t'es constitué une petite collection personnelle? J'ai quelques céramiques récentes, malheureusement pas archéologiques parce que c'est interdit tout simplement. Et puis, les céramiques archéologiques, c'est des fragments. C'est pas des objets complets. Bien sûr. D'accord. Mais est-ce que tu trouves des fragments très anciens parfois? Bien sûr. Pour moi, qui suis médiéviste, j'ai travaillé, j'ai publié beaucoup de choses sur les céramiques depuis au moins le 8e siècle. Par exemple, les céramiques idrissides de Volubilis, jusqu'à l'époque alaouite, par exemple. Alors, j'aimerais bien que tu nous dises ce qu'est la céramique pour les Marocains, au niveau sociétal, au niveau culturel, c'est quoi? Alors, en fait, pour la céramique, eh bien, avant les produits que nous voyons aujourd'hui, par exemple, le plastique, l'inox, l'aluminium, etc., eh bien, c'était que de la céramique. À part quelques objets particuliers, en cuivre ou en bois, exactement. Soit en bois, et donc dans ce cas, on ne peut pas les utiliser dans la cuisson, etc. Soit en cuivre, et à ce moment-là, il faut intervenir encore pour mettre justement la couche d'étain à l'intérieur pour éviter justement que le cuivre lâche ses oxydes. D'accord? Et ça, on le trouve dans la tradition, dans les manuscrits et dans les livres de médecine au Maroc. Et andalo-marocain, on va dire. Où on trouve justement que les meilleurs produits pour justement servir les repas ou pour cuire les repas, c'est soit de l'argent, soit de l'or. Et comme c'est interdit par la religion, eh bien, le meilleur substitut, c'est les produits céramiques. Donc ça veut dire... De quel type de produits on parle? On parle bien sûr des plats, ça c'est clair. On parle des plats, on parle des marmites, on parle des pêchers pour boire, des petites jarres pour servir de l'eau ou autre. On parle des grandes jarres pour le stockage. On parle des vaisselles, par exemple, réservées au transport, justement, comme les cruches, par exemple, qui ont toujours une anse par rapport aux jarres, les grandes jarres qui ne bougent pas. C'est véritablement réservé au stockage et non pas au transport. On ne transporte pas dans les grandes jarres, majoritairement bien sûr, mais on transporte dans des cruches et des petites jarres pour servir. Et au sein de ce vaisselier, bien évidemment, il y a des types. On a de la céramique tournée, on a de la céramique modelée. On a de la céramique tournée dans les milieux, dans les ateliers urbains et semi-urbains. On a de la céramique modelée dans les milieux ruraux. Et ça existe en fait. On peut trouver de la céramique modelée utilisée dans un milieu urbain.
Pourquoi ? Parce que généralement, une ville comme Fès ne produit pas de la céramique culinaire, c'est-à-dire la céramique qu'on peut mettre sur le feu. Est-ce que vous avez déjà mis un plat de Fès ? Si, non, oui. pas de Fès, mais je l'ai regretté. C'est ça. Et donc, il a explosé. Ils ont travaillé. Ouais. Non, c'est ça. J'ai compris qu'il y a un type de céramique qui supporte le feu et l'autre non. Voilà. Et c'est un élément technologique extrêmement important. Que les gens maîtrisent. Que les gens maîtrisent par tâtonnement, parce qu'ils ont vu, comme toi, l'expérience, ils ont fait l'expérience justement. Et ça, c'est très important. Ça nous a permis, nous, de distinguer entre les ateliers, justement. Non, mais maintenant que tu parles, je réalise à quel point c'est important. Parce qu'une fois que tu m'as listé les objets, c'est vrai que c'est très important, en fait. Donc la production doit être importante. Elle est très importante. Et la preuve, c'est que c'est tout ce qu'on trouve généralement dans les sites archéologiques. La céramique, on l'a appelé le pain de l'archéologue. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on la trouve partout. Partout. Et c'est quelque chose qui est évolutif. On n'a pas la céramique aujourd'hui, on n'a pas la céramique de l'époque almoravide. D'accord ? Ou de l'époque idrisside. On a la céramique de notre époque. Les assiettes que tu as utilisées, dans lesquelles tu as mangé quand tu es jeune, tu ne manges pas dedans aujourd'hui. C'est d'autres assiettes. Mais est-ce que c'est une évolution technologique ou une évolution culturelle ? C'est une évolution culturelle et des goûts qui changent. Et pour les archéologues, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de dater. Ça permet de dater. Tu dates à partir du style. Du style, de la forme, du décor et de la technique même, etc. Dis-nous dans ta grande culture par rapport à ça, quels sont les éléments à retenir, des choses qui sont marquantes dans un type de céramique spectaculaire ou un type de décor spectaculaire? Oui, par exemple, on a tendance pour l'époque médiévale à dire que toutes les céramiques de très belle facture sont importées de l'Andalousie. Ça ne concerne pas que la céramique, mais c'était la tendance, ça concerne toute notre histoire, l'architecture, le savoir-faire, les techniques et tout ça. Mais à chaque fois maintenant qu'on vérifie la datation d'une céramique luxueuse comme par exemple le lustre métallique, on sait qu'il a été produit au Maroc. Et parfois même, en même temps, soit même avant l'Andalousie. Une céramique qui est très connue par exemple pour les archéologues, la cuirda seca, c'est quelque chose qu'on a produit au Maroc. Elle est où cette cuirda seca? La cuirda seca, ça veut dire quoi déjà? La cuirda seca, c'est la corde sèche, c'est-à-dire en fait, c'est une céramique glaçurée, mais toutes les plages de glaçure, justement, qui dessinent le décor, sont séparées par un trait noir à base d'oxyde de manganèse qui évite que les glaçures ne soient pas entremêlées entre elles. Les couleurs bavent. Voilà. D'accord. Mais on le trouve où? On le trouve par exemple à Armat. Et on sait qu'il est produit à Armat, par exemple. Est-ce qu'on les trouve en Andalousie? On en trouve beaucoup en Andalousie. C'est quelque chose qui a été produit en Andalousie à partir de la fin 10e, 11e, etc. Mais tout ce qu'on trouvait au Maroc, on disait que c'est une importation andalouse. C'est faux. C'est archi faux. On en trouve à Sigil-Massa. Dès le XIIe siècle, on en trouve à Armat, on en trouve à Église, même les sites les plus reculés dans les montagnes, on en trouve cette céramique qui est produite, encore une fois, localement. Et non pas des importations, parce qu'avec les tests, avec les analyses physico-chimiques maintenant, on arrive à reconnaître, comme je t'ai dit, géologiquement, on peut séparer entre les faciès géologiques. Et donc, quand on fait une analyse de la pâte céramique, on peut savoir si cette céramique provient de cette région ou de cette région. Région large, on va dire. C'est-à-dire le faciès géologique. Est-ce qu'il y a d'autres céramiques connues qu'on devrait connaître, nous, Marocains? Par exemple, aujourd'hui... Parce qu'il y a automatiquement la ville de Safi, les Ketlaf. Oui, il y a les grands centres de production céramique, c'est Safi, c'est Salé et c'est Fès. À côté de ça, il y a énormément d'autres ateliers de moindre importance, mais qui ont quand même joué un rôle très important parce qu'ils ont en quelque sorte diffusé leur production, contrairement aux ces grands ateliers nationaux, eh bien, ils les ont diffusés uniquement au niveau régional. Il y a d'autres structures qui sont beaucoup moins importantes, qui diffusent au niveau local, etc. Et on a évolué en quelque sorte depuis quelques années, on a en quelque sorte plus d'informations sur toutes ces différentes structures de production nationales, qui ont une ampleur, voire même internationale, parce que les céramiques de Fès, comme celles d'ailleurs du Rif, ont eu une diffusion énorme. On peut les trouver maintenant dans les grandes maisons de vente d'objets d'art, etc. Et c'est quelque chose. Et même les familles marocaines ont fait des collections énormes de ces céramiques.
que ce soit de Safi ou de Fès. Maintenant, on sait que la tradition de Saleh est beaucoup plus ancienne que ce qu'on voit encore actuellement à Oulja, à l'extérieur de la Médina. Mais on sait qu'à l'intérieur de la Médina, il y avait un centre de production médiévale extrêmement important qui remonte au moins au XIIe, XIIIe siècle. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on on a un objet effectivement utilitaire qui sert à stocker, tu l'as dit, des liquides ou des solides, qui sert à cuisiner, qui sert à présenter les plats, etc. Mais on a également un objet artistique qui sert à être beau. C'est ça. Voilà, donc il y a... Comment ça s'articule tout ça? Quels sont les... Alors en fait, c'est très récent cette histoire. Cette histoire de la transformation d'un objet utilitaire à un objet artistique, bien évidemment, c'est récent parce que c'est devenu un objet artistique en lui-même, un objet qui attire les collectionneurs, vu les qualités de faits main, des décors, des savoir-faire traditionnels, etc. Et ça date uniquement de l'époque coloniale. C'est pour ça que les premiers musées, en fait, ont récupéré les objets qui étaient dans les médinas, chez les artisans, chez les vendeurs, etc., pour les placer dans les musées, parce que pour eux, c'est des savoir-faire ancestraux qui ont besoin d'être protégés. Par exemple, le musée de Fès. Et donc, à l'intérieur de ces musées, on a donc la volonté de présenter quelque chose de la vie marocaine aux Français. Ce n'était pas à présenter aux Marocains. Le Marocain, il a ça dans sa vie de tous les jours. Oui, là tu me le poses comme objet artistique, considéré comme objet artistique. Mais dans la production, à tout temps, il y avait une volonté artistique. C'est-à-dire que le plat, qu'il soit décoré ou pas, c'est la même chose. Mais il y a quand même eu très tôt une volonté de le rendre beau. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est la fonction qui lui donne qui lui assène cette fonction. Et non pas la production elle-même. Par exemple, on peut aller à Safi aujourd'hui, quand on a des grandes jarres produites par un potier connu de Safi, il fait en sorte qu'il soit un objet de présentation, c'est-à-dire un objet artistique, et non pas un objet fonctionnel. Ça, on ne le trouve pas à l'époque médiévale. L'objet lui-même, il peut avoir des aspects artistiques extrêmement importants, la cuerda seca, le lustre métallique, etc., ou des décorations zoomorphes et tout ça, mais il n'a pas à jouer un rôle artistique. Même si on les place comme on fait dans la tradition marocaine, on les accroche au mur, le jour où il y a un invité, eh bien, on décroche justement le plat en question pour présenter le couscous ou le tagine, etc. D'accord ? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ancien. Au jour d'aujourd'hui, si vous trouvez quelqu'un en train de collectionner les plats, il peut les placer les uns à côté des autres dans son salon, sur le mur, mais jamais il vous présentera un repas, bien que je l'ai fait pendant longtemps, pour présenter le repas. Non, mais je ne sais pas, quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Effectivement, on sépare Mais quand la femme, rifaine, médiévale, c'était médiéval ça. C'est ça. Décide de mettre de la couleur sur son plat, c'est qu'il y a une volonté esthétique. Bien sûr. Depuis la préhistoire, voilà. Il a une volonté esthétique. Donc c'est un objet qui a toujours cumulé le fonctionnel et l'esthétique. Ça, c'est sûr. C'est la conscience de son esthétisme qui est tardive. C'est la prise de conscience de la valeur esthétique de l'objet fonctionnel qui est tardive. Et même sincèrement, la prise de conscience, je pense qu'il est ancien, depuis l'homme préhistorique. Quand il fait des décors géométriques justement sur ses productions, c'est la collection justement, c'est les collectionneurs. D'accord. C'est-à-dire le rendre vraiment un objet d'art. C'est-à-dire le sortir complètement de la maison. Voilà. Et le rendre comme un objet d'art qu'on peut exposer, qu'on peut... Ça, je comprends que ça date du XXe siècle. Mais c'est ça. Voilà. Mais la valeur esthétique, elle est vieille parce qu'il reflète la mentalité du producteur lui-même, du potier. Alors, est-ce qu'il y a des styles remarquables? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une tribu qui fait des choses... Bien sûr, il y a toujours des styles. Par exemple, un truc qu'on a toujours évité, enfin, d'après la tradition, on va dire, ancienne, c'est de dire, il n'y a pas de décor figuratif dans les céramiques marocaines. Parce qu'il y a une tradition de sobriété, d'éviter la création etc. Ça n'a pas lieu d'être parce que au fur et à mesure, en fait, qu'on fouille maintenant, on trouve des objets. Par exemple, à l'église, on a trouvé un chameau portant 10 jarres en poterie. Un chameau figuratif, une figure. On a trouvé également des lions, on a trouvé des figurines humaines en fait, des femmes par exemple, en poterie. On a les décors par exemple dessinés, soit sous glaçure avec des émaux, etc. Eh bien, on en trouve énormément. À Église par exemple, on a un oiseau par exemple.
Et d'ailleurs, on l'appelle le plat à l'oiseau parce qu'il y a un oiseau qui a peut-être un pont ou quelque chose comme ça qui reflète le pouvoir, etc., etc. On a également des lions, on a des oiseaux, par exemple. Ça, c'est très fréquent. Et donc la tradition, enfin en tout cas l'idée que consiste à dire qu'on n'a pas de décor figuratif, je pense qu'il n'a pas lieu d'être. Par contre, dans la tradition amazigh, oui, la tendance est plus effectivement de faire des décors géométriques, mais qui ont une significative figurative. Exemple. Par exemple, on peut avoir un style du rif, par exemple, où on présente une ligne avec 3 points en haut. C'est une patte. Pour nous, c'est... Voilà, une figure géométrique, mais pour la potière elle-même qui l'a dessinée, non. C'est une femme, par exemple, allez, on va exagérer, c'est une femme en train de travailler dans un champ. J'exagère l'interprétation, mais ce genre de style, on en trouve beaucoup. Ça veut dire en fait que derrière le géométrisme envahissant, il y a certainement des interprétations, en tout cas de la bouche des productrices, ont une signification figurative. D'accord, c'est jamais des triangles au hasard, C'est ça. Il y a rien. C'est pas n'importe quoi, en fait. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment sous-tendu par des réflexions, par des interprétations propres encore une fois. Que souvent, ces formes géométriques, on les retrouve sur les tapis, sur les bijoux, dans les décorations. C'est ça. Donc j'imagine que c'est articulé. Dans le tatouage. Dans le tatouage. Donc il y a une articulation entre tous ces éléments. Dans la vannerie, etc. C'est pour ça que c'est vraiment des structures mentales qui est très importante à analyser et à comprendre. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus ? Alors, il y a beaucoup d'anthropologues. Les premiers à avoir vraiment porté leur attention sur ces poteries, justement, traditionnelles, c'est les anthropologues, avec les préhistoriens, parce qu'ils ont trouvé des poteries qui ressemblent approximativement à celles de l'époque sub-actuelle, et donc ils cherchent justement à faire le lien entre les deux. Et effectivement, de plus en plus, on a des liens, en tout cas stylistiques, entre les poteries préhistoriques, proto-historiques plutôt, et les poteries subactuelles des régions comme le Rif ou la Kabylie ou le sud de la Tunisie, etc. Abdullah Fili, l'homme qui peut nous mettre proto-historique et subactuel dans la même phrase, et le plus extraordinaire, c'est qu'on l'a compris. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Juste par rapport au statut même du potier, qui est véritablement aujourd'hui très subalterne. Dans la société actuelle, tu veux dire ? Oui, dans la société. Ce n'est pas le cas avant. Ce n'est pas le cas avant. C'est vraiment un personnage extrêmement important parce qu'il transforme la matière. Et ça, au même titre que les forgerons, etc., une place extrêmement importante dans les sociétés marocaines comme ailleurs. Et deuxième élément, c'est que pratiquement toutes les archives que nous avons pu consulter attestent de son importance sociale. C'est pas un pauvre gars. Donc il est riche. Qui s'inscrit dans des associations de production, qui est souvent Hajj, qui a la propriété de ses ateliers, voire de ses ateliers et ses boutiques pour vendre, parce qu'il y a les deux aussi. Et troisième élément, c'est que généralement, en tout cas ceux sur lesquels j'ai travaillé et j'ai publié des choses, c'est qu'il est parfois descendant du prophète, de la famille du prophète. Donc c'est un shérif. Et s'il y avait une quelconque appréciation négative de ce métier de potier, dans ces sociétés, je pense que les shorafa ne seraient pas des potiers. Ils vont éviter justement dire que c'était un peu l'élite, quoi. Je dirais pas l'élite de l'élite, mais en tout cas, c'était un métier, exactement, qui est respecté au même titre que les autres métiers. C'était un industriel, en fait. Voilà, c'est pas mais de toute façon, tous les métiers artisanaux... C'est pas un métier vil. Oui. Oui, bien sûr. De toute façon, tous les métiers d'artisanat ont connu une chute vu qu'ils ont été réduits au tourisme ou ils ont été écrasés par l'industrialisation. C'est ça. C'est-à-dire, c'est comme à chaque fois qu'on nous parle de la révolte des tanneurs de Fès, on nous rappelle que les tanneurs, c'est pas Sénat Khalidia, c'est Sénat à l'époque. Voilà. Point. Oui, exactement. C'est ce qu'on produit. Exactement. Voilà. Et donc les potiers, c'était pareil, j'imagine. Donc quelque chose de noble surtout pour ceux qui fabriquent des plats qu'on remplit. Donc c'est des gens qui règlent des problèmes. Exactement. Merci beaucoup Abdullah, c'était super. Merci. À la prochaine les amis pour un nouveau podcast.
Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.